Lors de cette discussion, il est mentionné que le faisceau christique qui était présent dans certaines personnes a été résorbé et qu'un nouveau faisceau, lié à Lazare, est en train de se former. Cependant, seule une minorité de personnes est au courant de ces changements. Il est également souligné que les gouvernants des nations font partie du faisceau lazarien. On explique que les remplaçants des dirigeants actuels ne sont pas prêts à prendre le relais, car ils seront préparés progressivement, afin d'être prêts au bon moment. On souligne l'importance de la patience dans l'évolution de l'être humain et la difficulté pour la majorité des personnes à la cultiver. On mentionne également que ceux qui comprennent l'intelligence de la patience deviennent des assujettis des limitations matérielles et peuvent être qualifiés d'aristocrates planétaires. Les remplaçants des dirigeants sont liés à différents faisceaux énergétiques, préparant ainsi un changement dans la gestion de la planète. Les êtres humains sont encouragés à entrer en contact avec leur esprit et à développer leur conscience. Dans l'Antiquité, certains individus étaient déjà connectés à leur esprit, avec Lazare étant le plus avancé. Aujourd'hui, grâce à la biologie humaine, il est possible d'être en contact plus conscient avec notre esprit et notre intelligence. Un rassemblement d'individus connectés à leur esprit est nécessaire pour prendre le contrôle du système planétaire. Cela est appelé le grand monarque. Et cela ne concerne pas seulement un monarque local ou religieux. La résorption des faisceaux, c'est-à-dire la réunification des individus connectés à leur esprit, se fera de manière non homogène dans le temps, mais tous les faisceaux auront accès à une forme d'aristocratie dans la future gouvernance du système planétaire. L'être humain doit envisager sa vie sur les 500 prochaines années et préparer son système réincarnationnel. En développant notre mental et notre conscience, nous pouvons devenir des dirigeants et des gouvernants. Il ne faut pas se sous-estimer, car des individus comme Napoléon ou Hitler ont réussi à gravir les échelons du pouvoir malgré des débuts modestes. L'avenir réserve des surprises que nous ne pouvons pas toujours anticiper en nous regardant dans le miroir. L'être humain doit se donner les moyens de sonder sa génétique et de comprendre son ego. En résumé, il est nécessaire d'entrer en contact avec notre esprit, de développer notre conscience et de nous préparer pour être des acteurs dans la gouvernance future. L'humain doit se libérer des chaînes du passé pour évoluer mentalement et spirituellement. Il doit autoriser son ego à se développer et à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Il existe des faisceaux majeurs qui forment le grand monarque, une condition planétaire qui représente l'expansion de l'intelligence à travers différents corps physiques. Chaque faisceau a à sa tête un avatar, dont l'identité importe peu pour ne pas permettre au ego d'être trompé. Il n'y a pas de différence entre ceux qui engendrent l'évolution et ceux qui accomplissent cette évolution, car les deux sont importants et complémentaires. L'ego recherche une autorité émotive, mais seule l'autorité fonctionnelle a de l'importance dans un plan d'intelligence. Il est inutile de connaître les noms des individus avant que cela ne soit nécessaire. Le nord planétaire dirige l'ensemble du système planétaire, avec des différences minimes de privilèges entre les personnes les plus importantes. Selon cette synthèse, il est expliqué que les individus qui préparent le terrain pour un changement dans le monde de la mort travaillent sur l'intelligentiation de l'animal humain. Ils mutent leur génétique, leur ego, et cherchent à renforcer leur contact avec l'intelligence prémentale. Cependant, il est souligné que ces individus ne font pas partie du gouvernement mondial et ne pourront pas en faire partie. En effet, les précurseurs ne peuvent pas être ceux qui amplifient le phénomène, car la constitution de leur ego est orchestrée de manière à ce que l'humain ne sache pas trop et se missionne. De plus, il est expliqué que les individus qui se conscientisent et comprennent les mécanismes de l'évolution ne pourront pas réaliser des travaux que la majorité des humains peuvent faire, car ils ne pourront pas s'astreindre à une manipulation qui deviendrait une phase d'évolution pour eux. Il est également souligné que les extraterrestres ne doivent pas être vus comme étant au sommet de l'information ou de l'évolution, mais qu'ils peuvent même représenter une problématique pour l'humanité. Ainsi, il est suggéré de diriger les individus vers la compréhension de cette mécanique plutôt que de les inciter à obéir aux extraterrestres. Le texte parle de l'existence d'êtres humains spéciaux, appelés aristocrates, qui sont capables de maîtriser la puissance supramentale. Ces individus, reliés à des faisceaux espritiques, font partie du gouvernement mondial qui sera instauré dans le futur. Le grand monarque, qui est une mécanique liée à l'intelligence, dirige cette structure et est influencé par des forces intentionnelles provenant des frontières de la création-extra-création. Les humains connectés seront fusionnés avec le grand monarque et auront la capacité d'exprimer de l'intention. Cependant, ils restent soumis à certaines mécaniques réactionnelles, qui seront progressivement digérées. Le grand monarque représente l'intelligence supramentale et ne
donne pas d'ordre, mais sa tête est presque intentionnelle tandis que les humains qui le composent seront reliés à une mécanique. L'intelligence aura une grande liberté d'expression, mais elle sera toujours assujettie à l'évolution et à l'involution. Dans ce texte, l'auteur explique que la liberté de l'humanité est limitée par les mécanismes d'involution et d'évolution qui régissent la création. Il affirme que la naissance d'un grand monarque serait une première dans l'histoire de la création. Et qu'il ne sera pas soumis à la nécessité de préserver les frontières nationales. Les dirigeants qui le rejoindront auront une conscience commune et travailleront à fusionner les frontières pour éliminer les nations. Ces dirigeants seront considérés comme des traîtres par le langage politique actuel. L'idée est que le grand monarque, une intelligence supérieure exprimée à travers différents corps physiques, prendra progressivement le contrôle du système planétaire. Les supramentaux se présenteront comme conseillers au gouvernement et organes politiques, influençant leurs décisions. L'auteur soutient que cette relation est liée à la supramentalisation, bien que les individus ne soient pas conscients de cela. Les gouvernants ont besoin de la confirmation de leurs idées et utilisent ces conseils pour les renforcer. Les dirigeants et conseillers politiques peuvent être confirmateurs les uns pour les autres, renforçant ainsi certaines tendances de l'ego et du mental. Certains d'entre eux ont conscience d'être manipulés par une force d'intelligence supérieure, bien qu'ils ne la comprennent pas totalement. Il existe quelques rares individus qui sont en contact conscient avec cette énergie supramentale, mais ils doivent se retenir de la transmettre aux gouvernants afin de rester efficaces. La situation monétaire dans certains pays peut sembler plus intelligente, mais en réalité, elle est liée à l'influence des entités manipulant les dirigeants. La confrontation entre l'Union soviétique et l'Angleterre lors de la guerre des Malouines était une manifestation de ces intelligences pramentales. En Angleterre, la désintégration des archétypes de la mécanique britannique a engendré des problèmes sociaux tels que le mouvement punk ou la violence liée au football. Cela est dû à la formation d'une nouvelle aristocratie intelligente influençant la société. Aux États-Unis, une situation similaire se produit bien que des éléments nouveaux soient également présents. Le texte traite de différents sujets, tels que l'influence britannique sur les Américains, l'histoire coloniale du Québec, les problèmes sociaux et génétiques, ainsi que les entités supramentales et bouddhiques. Il évoque également l'idée qu'une entité supramentale bouddhique ne tolérera jamais une apocalypse planétaire, et qu'une intelligence supramentale est plus efficace dans la gestion d'un contexte planétaire. Il est également mentionné que certaines parties de la planète ont une émergence bouddhique, tandis que d'autres sont connectées à l'intelligence supramentale. Le texte se termine en abordant l'idée de l'accomplissement du grand monarque à l'échelle planétaire. Le texte parle du grand monarque et de son instauration progressive dans la société. Il mentionne que cela se traduira par la libération de l'enfant, la dissolution des barrières sociales et du racisme, ainsi que la dilution des frontières politiques entre les nations. Cependant, il est souligné que cela ne se fera pas de manière harmonieuse, mais plutôt par des conflits et de la souffrance. Le grand monarque sera assimilé par l'humain et transformera l'intelligence en conscience supramentale, mais il sera difficile pour les individus de supporter cette transformation. Finalement, il est noté que les personnes qui possèdent des connaissances et qui les appliquent auront un avantage dans cette évolution. L'humain a besoin de reconnaissance pour nourrir son ego et stabiliser sa confiance en lui. Il doit être transformé en énergie pour être utilisé efficacement. L'individu doit travailler sur lui-même pour développer son intelligence et la monétiser afin d'influencer la société et réaliser ses désirs. Le grand monarque, symbole de l'intelligence collective, vit sur deux plans et doit trouver un équilibre entre les contextes monétaires et aristocratiques. L'esthétisme de l'aristocrate planétaire permet d'exprimer l'intelligence de manière plus facile et efficace. Les mots sont des ondes de forme qui peuvent manipuler, mais leur utilisation peut également servir à exprimer l'intelligence. Dans ce texte, l'auteur discute du concept d'intelligence supramentale et de la façon dont l'être humain peut développer une onde de forme plus esthétique pour exprimer cette intelligence. Il explique que lorsque l'être humain vit dans un environnement esthétique et centré sur son intelligence, il est plus capable de l'exprimer. Selon l'auteur, pour devenir un chevalier dans l'intelligence, l'humain doit adopter une attitude solide et utiliser tous les outils à sa disposition pour améliorer les conditions humaines. L'auteur mentionne également que le raffinement de l'onde de forme peut permettre l'alliance entre la matière et l'intelligence, et fait référence à l'esthétisme et à la jouissance sexuelle comme des exemples d'ondes de forme basées sur l'esthétique astrale. En fin de compte, l'auteur souligne l'idée d'une aristocratie planétaire ou supramentale, où l'être humain développe une onde de forme qui le rend plus solide pour supporter la vie et exprimer son intelligence.
L'onde de forme dont il est question ici ne plaît pas nécessairement à l'ego, mais elle renforce plutôt le véhicule qui exprime l'intelligence. L'individu dont la tête est toujours légèrement inclinée lorsqu'il regarde vers l'autre côté manque quelque chose dans cette onde de forme pour que l'intelligence s'exprime pleinement. Il exprime une intelligence teintée de mémoire, d'incertitude et de pensée, mais également d'orgueil lorsqu'il ne contrôle pas sa puissance oculaire. L'ordre de forme est essentiel, et ceux qui sont reliés aux monarques, les aristocrates planétaires, sont ceux qui acceptent de se plonger entièrement dans un nouveau monde, celui du choix de l'homme, de la femme ou de l'enfant nouveau, qui commence à accomplir les choses. Notre ego n'a pas encore conscience de ce que signifie vraiment accomplir les choses, car il ne se base que sur notre expérience passée pour envisager ce que nous pourrons accomplir à l'avenir. Mais cela ne dépend pas de ce que nous avons déjà fait. L'auteur mentionne avoir rencontré d'anciens ministres du Parti québécois qui, dans de nombreux cas, sont inférieurs à d'autres individus sur le plan de la puissance. Ces ministres ont simplement réussi à crier plus fort et à être élus. Leur efficacité en tant que ministre est remise en question, car ils ne peuvent pas faire avancer les fonctionnaires et sont incapables de régler des conflits ou des problèmes. L'auteur note que les ministres ont les mêmes problèmes à résoudre que dans leur vie quotidienne, mais se retrouvent maintenant au pouvoir. L'efficacité politique n'est pas corrélée à la difficulté de la tâche, mais plutôt à la conscience et à l'ouverture d'esprit de l'individu. L'auteur encourage les personnes conscientisées à se rassembler pour être en phase avec leur temps et à appliquer ce qu'elles savent. Dans ce texte, l'auteur soulève l'idée que les psychologues ne sont pas nécessairement les mieux placés pour donner des cours. Selon lui, les psychologues sont plus aptes à trouver quelqu'un pour leur donner une formation ou à collecter des informations pour construire un cours, mais ils ne sont pas capables de le créer eux-mêmes. Par contre, il reconnaît que certaines personnes sont capables de structurer des cours, mais elles ont du mal à inventer de nouvelles idées. Il affirme également que les personnes qui se conscientisent sont capables d'enseigner et de former des cours, mais elles doivent encore apprendre à se mettre à la place de l'élève. L'auteur souligne l'importance de la patience et encourage à utiliser les connaissances déjà acquises avant d'en chercher de nouvelles. Il mentionne quelques techniques intéressantes, comme la technique Menfi et l'isométrie cérébrale, mais insiste sur le fait que les individus doivent les appliquer davantage. En conclusion, l'auteur suggère de cesser de chercher de nouvelles informations et de commencer à mettre en pratique ce que l'on sait déjà. Après une courte pause, nous reprendrons bientôt. Cela a été sous-titrage Société Radio-Canada.